Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Le Premier ministre Nawaf Salam a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international de Beyrouth, un déplacement placé sous le signe de la sécurité et de la modernisation. Accompagné du ministre des Travaux publics et des Transports, Faiz Rassami, le chef du gouvernement s'est entretenu avec les autorités aéroportuaires, notamment le général Fadi Kfouri, chef du service de sécurité. À l'ordre du jour, les mesures mises en place pour garantir la sécurité aérienne et améliorer l'expérience des passagers. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de fluidifier le transit et de réduire les délais d'attente aux différents points de passage. Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que l'aéroport doit refléter l'image d'un Liban moderne, sûr et accueillant. Des discussions ont également porté sur une meilleure coordination entre les différentes institutions impliquées dans la gestion de l'AIB. Objectif : optimiser les procédures, renforcer la sécurité et anticiper l'afflux de passagers durant la haute saison estivale. Le Premier ministre a réaffirmé son engagement à développer cette infrastructure stratégique essentielle au rayonnement du Liban et à sa relance économique. Donald Trump en Arabie Saoudite. C'est sous escorte militaire que le président américain a été accueilli à Riyad, première étape d'une tournée d'envergure stratégique dans le Golfe. En effet, l'avion du président américain a eu droit à une imposante escorte de plusieurs F-15 saoudiens pendant son approche de Riyad et à une réception plus que cordiale. Une réception chaleureuse, orchestrée par le prince héritier Mohammed Ben Salman en personne, qui déroule le protocole avec éclat. Une image forte à la hauteur des ambitions de ce voyage. Contrat géant et influence géopolitique. Ce choix d'ouvrir la tournée par Riyad envoie un message clair. Les monarchies du Golfe sont des partenaires incontournables pour la Maison-Blanche. Défense, énergie, intelligence artificielle, les deals attendus se chiffrent en centaines de milliards. Trump vise un objectif affiché, 1 000 milliards de dollars d'engagement. Parmi les dossiers prioritaires, la livraison de F-35 et les systèmes de défense, mais aussi de juteux contrats civils. Une opération séduction pour relancer l'image d'un président affaibli sur le plan économique. Mais le faste ne masque pas les tensions. À Gaza, la guerre continue. Et malgré la pression américaine, Riyad exclut toute normalisation avec Israël sans création d'un État palestinien. Autre sujet de controverse, l'utilisation par Trump d'un Boeing 747 offert par le Qatar. L'opposition crie au conflit d'intérêts, mais le président assure qu'il ne s'agit que d'un cadeau temporaire. Après Riyad, Trump mettra le cap sur le Qatar, puis les Émirats. Une tournée économique sur fond de turbulences géopolitiques. Nouvelle escalade dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené une frappe sur l'hôpital Nasser à Khan Younes. Objectif, selon Israël, un centre de commandement utilisé par le Hamas. L'armée israélienne a affirmé que les dirigeants du Hamas se servaient de l'hôpital pour coordonner des opérations mettant en danger les patients et les civils présents sur place. Selon le gouvernement du Hamas, la frappe a provoqué la mort de plusieurs patients et a coûté la vie au journaliste Hassan Aslih, directeur de l'agence palestinienne Alam 24, qui recevait des soins depuis le 7 avril après avoir été blessé lors d'une frappe précédente. Mais pour Israël, Hassan Aslih n'était pas un simple journaliste. L'armée l'accuse d'avoir participé au massacre du 7 octobre et d'avoir diffusé les attaques sur les réseaux sociaux. Le Comité pour la protection des journalistes, le CPG, dénonce une nouvelle attaque contre la presse. Depuis le début de la guerre, au moins 178 journalistes ont été tués au Proche-Orient. La frappe survient au lendemain d'une brève accalmie observée pour permettre la libération d'Edan Alexandre, seul otage américain encore en vie à Gaza. Une libération qui est intervenue à la veille de la tournée très attendue du président Donald Trump au Moyen-Orient. Tripoli, la capitale libyenne, a de nouveau sombré dans la violence. Des affrontements d'une rare intensité ont éclaté entre groupes armés rivaux, faisant plusieurs morts, parmi eux Abdelghani El Kikli, alias Reniwa,
puis son chef militaire local. Figure centrale du groupe SSA, l'autorité de soutien à la stabilité, Reniwa était considéré comme l'un des chefs de milice les plus influents de Tripoli. Selon plusieurs sources, il aurait été tué dans une embuscade. Des images non vérifiées circulent sur les réseaux, montrant son corps ensanglanté. À partir de 21 h de la nuit passée, des tirs nourris à l'arme lourde ont retenti dans plusieurs quartiers de la capitale. En réaction, le ministère de l'Intérieur a appelé la population à rester confiée chez elle. Des avions ont été transférés à Misrata et plusieurs vols déviés. Ces affrontements opposeraient les forces tripolitaines à des groupes venus de Misrata dans une lutte pour le contrôle du sud de la capitale. L'université et plusieurs écoles ont suspendu leur activité. Les habitants vivent au nouveau au rythme de la peur et des tirs. Plus de 12 ans après la chute de Kadhafi, la Libye peine à sortir du chaos. Les rivalités armées continuent de faire trembler un pays toujours sans État fort. Plus de 70 morts, civils et militaires confondus, en une semaine d'affrontements intenses entre l'Inde et le Pakistan. Un bilan lourd dans ce qui est désormais la pire confrontation entre les deux puissances nucléaires depuis des décennies. Selon l'armée pakistanaise, 11 de ses soldats ont été tués et plus de 70 autres blessés. Elle déplore également la mort de 40 civils, dont plusieurs femmes et enfants lors des frappes indiennes. Côté indien, New Delhi annonce la perte de 20 personnes, dont 5 militaires. À l'origine de l'escalade, une attaque meurtrière le 22 avril dernier dans le Cachemire indien qui a tué 26 personnes sur un site touristique. L'Inde accuse Islamabad de soutenir les groupes djihadistes cachemiris. En représailles, ces forces ont ciblé des bâtiments présentés comme des camps d'entraînement, une version contestée par le Pakistan. Le chef d'état-major pakistanais a promis une réponse décisive à toute future agression. Mais sur le terrain, depuis lundi, le cessez-le-feu décrété par le président américain Donald Trump semble tenir. Nous avons empêché un conflit nucléaire. L'Amérique salue les efforts pour la désescalade, s'est félicité le président américain. Des pourparlers militaires ont eu lieu lundi soir entre les deux voisins. Un accord a été trouvé pour envisager une réduction des troupes à la frontière et stabiliser la ligne de contrôle dans le Cachemire. Mais dans une région marquée par 75 ans de tension, la paix reste fragile. Un seul tir, une seule provocation pourrait rallumer l'étincelle. C'est sous les feux des projecteurs et l'ombre des conflits mondiaux que s'ouvre ce soir la 78e édition du Festival de Cannes. Une tribune signée par 380 personnalités du cinéma, dont Pedro Almodóvar, Suzanne Sarandon ou encore Richard Gere, appelle à rompre le silence face au drame en cours à Gaza. Selon les collectifs à l'origine de l'initiative, Juliette Binoche, présidente du jury, aurait initialement soutenu l'appel sans que son nom n'apparaisse. Ce soir, la cérémonie est marquée par la remise d'une palme d'or d'honneur à Robert De Niro, figure du 7e art et opposant farouche à Donald Trump. Une prise de parole très attendue alors que le cinéma mondial s'inquiète des menaces protectionnistes venues de Washington. À cela s'ajoute une autre affaire sensible, la condamnation de Gérard Depardieu annoncée quelques heures avant la cérémonie. Dès ce matin, le festival avait donné le ton en consacrant sa journée à l'Ukraine avec 3 documentaires projetés et un message fort face au régime autoritaire. Entre engagement, émotion et éclat, le cinéma mondial fait halte à Cannes jusqu'au 24 mai pour célébrer et interroger son époque. Et nous terminons avec cette note finale. À 20 km de Paris, dans le Val d'Oise, une métamorphose silencieuse est en marche. Là où les sols étaient jadis saturés par les eaux usées de la capitale, une forêt d'1 million d'arbres est en train de naître. Bienvenue à Maubuisson, l'un des plus vastes projets de reforestation en France depuis des siècles. Sur 1340 hectares, une forêt mosaïque prend racine, pensée pour résister au climat de demain. Charles Cohen, ingénieur, assure « Dans 30 ans, ces arbres vont se reproduire naturellement. Les bouleaux sont pionniers, mais les chênes, eux, peuvent vivre plusieurs centaines d'années. » C'est vraiment une histoire de réconciliation à la forêt de Maubuisson. Moi qui ai travaillé dans d'autres contextes très différents, de travailler dans
dans une zone aussi périurbaine avec un passé agricole. C'est vraiment l'Anthropocène d'une certaine façon ici, et c'est une histoire de renaissance. Quand on se balade dans cette parcelle, on voit vraiment que quand on met les moyens, y a vraiment plein de belles choses qui sont possibles. Donc ça fait plaisir. Un travail titanesque, 5 hommes, 1500 arbres plantés en une seule journée. Et tout cela sur un ancien site maraîcher interdit à la culture depuis l'an 2000 pour cause de pollution aux métaux lourds. Car ici, la terre garde en mémoire un passé chargé. À la fin du XIXe siècle, les eaux usées de Paris étaient déversées dans cette plaine pour fertiliser les cultures, une pratique qui a fini par empoisonner les sols. La forêt de Beaubuisson, c'est aussi un laboratoire à ciel ouvert pour l'Office national des forêts. On y teste des essences méditerranéennes pour préparer les forêts françaises à la sécheresse. Ce projet est estimé à plus de 84 millions d'euros. Il s'agit de 6000 parcelles à gérer et un engagement pour les générations futures, une réponse concrète aux défis du climat, née sur les cicatrices d'un passé oublié et une promesse d'avenir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.